Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, nous avions laissé Henri entre les mains de la Gestapo. Étant donné que c'est lui qui raconte cette histoire, vous vous doutez qu'il s'en est sorti. Bah oui. Et dans l'épisode de ce jour, il nous raconte comment. Il nous parle ensuite de sa carrière d'ingénieur entravée par ses convictions communistes, les bâtiments qu'il a construits et évoque avec pudeur les femmes de sa vie. L'échange se finit sur une touche artistique, puisque la passion de Henri, c'est le dessin. Je vous invite d'ailleurs à découvrir ses dessins sur mon compte Insta ou sur Facebook et à les partager. Je remercie une nouvelle fois mon sponsor, le Souvenir Français, pour le soutien dans l'enregistrement de cet épisode et je donne la parole à Henri. J'ai donc été arrêté par la Gestapo. Avec M. Faure, nous avons été emmenés dans les locaux de la Gestapo et nous avons été traités dans une pièce où il y avait deux autres personnes, un M. de Villard-de-Lans et un inspecteur de police il se trouvait que je connaissais de la résistance parce que Grenoble est une petite ville. À force de faire des actions de résistance, on finissait par en connaître un certain nombre, pas tout le monde évidemment. Donc il y avait M. Schex, ce M. de Villard-de-Lans, M. Faure et moi, on était quatre. Et ils sont mis à nous torturer, c'est le mot. Moi, moins que les autres, j'étais plus jeune que les autres. M. Schex, M. Faure, le potier du Léon, avait une cinquantaine d'années. Moi, j'avais 18 ans, 18 ans et demi. Moi, ils ne m'ont pas fait, ils l'ont fait aux autres qui étaient dans la pièce, qui enfonçaient des aiguilles, enfin, c'était horrible. Et puis à un moment donné, il y a un type qui est entré en hurlant dans la pièce et qui a dit « Alors je les emmène ?» Et le type qui s'occupait de nous dans la pièce, il dit « Oui, tu peux les emmener. » Et puis il a dit « Non, laisse le jeune. » Le jeune, c'était moi. « Laisse le jeune. » Ils ont emmené les trois autres, et moi j'ai été envoyé dans la prison à Nantes, aux locaux de la Gestapo. Et les trois autres, quelques minutes, peut-être quelques dizaines de minutes après, ont été massacrés dans la cour du lycée. Moi j'ai échappé à je ne sais pas, 1 millimètre près à ce massacre. Parce que le type, bon, un sursaut, j'étais beaucoup plus jeune que les autres. Le monsieur de Villard-de-Lans, l'inspecteur de police et M. Faure étaient tous des gens d'une quarantaine d'années. Moi, j'avais 18-19 ans. Tout ça fait un ensemble qui fait que j'ai été résistant, à ce moment-là, en août 1944, à être dans la prison de la Gestapo et quand les Américains ont débarqué fin 1944, en Méditerranée, ils ont monté tout de suite les Alpes et j'ai été libéré vers tout d'un coup un jour la prison, les portes étaient ouvertes, il n'y avait plus d'Allemands. On est sorti en ne sachant pas du tout ce qui se passait. Bah non. Donc oui. on ne savait pas, même là c'était risqué. Et j'ai fini par me réfugier parce que je savais où habitait mon prof de maths qui me connaissait bien, de la taupe de Grenoble. Et je me suis réfugié chez lui. En hasard, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais bon. Et il me dit, Becker, à 5h du matin, je suis arrivé chez lui. Il dormait le pauvre. Je n'avais jamais été chez lui. Je savais où il habitait, mais donc il était en pyjama, tout comme ça. Il me voit la porte, il me dit, Becker, qu'est-ce que je fais ici? J'avais la figure toute noire. Des coups, je lui dis en quelques mots, et elle dit, bah, rentrez. Et puis, on a attendu qu'ils se renseignent, et entre-temps, les Américains étaient entrés dans Grenoble, donc c'était la raison pour laquelle les Allemands avaient ouvert les portes de la prison. J'en étais à la période où je suis libéré de la prison allemande. Les Américains entrent à Grenoble, je m'engage immédiatement dans la première armée française qui avait débarqué dans le sud de la France en 1945.
je fais la campagne d'Alsace avec l'armée. Donc, engagé pour la durée de la guerre dans une unité française, c'est-à-dire dans un régiment d'artillerie d'Afrique, je fais la campagne d'Alsace, c'est-à-dire qu'on libère l'Alsace, qui n'était pas encore libérée, où il y avait les Allemands, et je fais la campagne d'Allemagne, puisque on monte ensuite en Allemagne, et je vais jusqu'à Stuttgart. Ça se passait en avril 1945. Comme je vous l'ai plus ou moins expliqué, j'avais abandonné mes études de mathématiques spéciales. J'avais une occasion de reprendre mes études. Alors, oui, enfin, il faut que je vous dise d'abord que dès la fin de la guerre, j'étais reçu sur le papier, mais enfin, j'étais reçu à l'école des officiers de Poitiers. J'ai donc été affecté, j'étais envoyé à Poitiers, où j'ai suivi les cours. J'étais en fait, après ma campagne de France et d'Allemagne, j'étais maréchal des logis-chef dans une unité d'artillerie de la première armée française. Et donc, j'ai été envoyé à Quatidon, et il s'est trouvé que l'état-major des armées avait décidé que les anciens élèves de mathématiques spéciales qui n'avaient pas passé les concours pouvaient suivre le cours d'une année de préparation dans un centre spécial qui avait été organisé pour passer à nouveau les concours. Donc, ayant abandonné la taupe, enfin mathématiques spéciales, quelques années avant, j'ai repris une année de mathématiques spéciales comme militaire. Et oui. J'ai donc été admissible, j'ai raté le grand oral à Polytechnique, et j'ai été reçu aux mines, aux ponts, aux quelques grandes écoles classiques. Donc en 1945, en 1946, j'ai donc été reçu et je suis rentré aux mines. Alors je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais enfin voilà, c'est comme ça que j'ai fini mon cursus universitaire. Voilà pourquoi je suis devenu ensuite constructeur et je me suis occupé essentiellement de travaux publics et de construction. Donc après avoir fait exploser des bâtiments, oui, vous en avez construit. J'en ai construit. J'en ai plus construit que je l'ai fait exploser d'ailleurs. Voilà. D'accord. Donc après ça, vous avez travaillé dans la construction alors? Oui, alors, non, ça pas tout de suite, d'accord. C'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai donc fait d'abord 3 ans j'ai fait les mines pendant 3 ans. Mm-hmm. Donc ça m'a conduit de 46 à 49. En 49, je suis sorti. Mais un élément tout de même assez important dans l'histoire de ma vie, c'est que à la suite du fait que j'ai fait de la résistance, que j'étais quand même très mêlé au mouvement politique, je me suis beaucoup intéressé à la politique, et comme beaucoup de... C'est très difficile à comprendre pour des jeunes comme vous, pour des gens... mais je suis devenu communiste, en plus. Donc j'ai milité dans le mouvement communiste, comme d'ailleurs ma sœur Annie, plus jeune, qui est même devenue une dirigeante communiste à l'époque. J'avais déjà touché un peu au mouvement communiste dans la résistance, mais pas beaucoup, en fait. Donc là, je suis devenu franchement communiste, mais le fait d'être communiste en sortant des mines m'ont valu beaucoup d'ennuis. Autrement dit, à chaque fois que j'entrais comme jeune ingénieur dans une boîte, je me faisais virer. Ah oui, pour ça. Parce qu'il y avait, à l'époque, quand on engageait un jeune ingénieur, il y avait une enquête de police. Et l'enquête de police révélait automatiquement que j'étais communiste, parce qu'on était tous dans la famille. À chaque fois que j'entrais dans une boîte, je me faisais poisser. Parce que je militais, enfin je militais pas,
j'étais pas un grand chef, hein, j'étais un militant, mais on était tous fichés dans la police et dans les boîtes, on ne pouvait pas accepter qu'un jeune ingénieur plein d'avenir devienne. Tout ça a été à la fois une difficulté dans le démarrage de ma vie professionnelle, mais qui s'est transformé en avantage. Je vous expliquerai pourquoi. C'est que j'ai d'abord été dans une boîte d'électronique, je ne me souviens plus de son nom, j'ai été viré. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, j'avais trouvé un emploi dans une boîte de travaux publics qui était une filiale du groupe Schneider, où je m'étais bien implanté. J'étais resté, ce qui était une performance à l'époque pour un communiste. J'étais resté 2 ans. Et j'avais participé à la préparation du projet de l'usine marémotrice de l'Arange, en Bretagne. Okay, c'est une usine marémotrice dans le golfe de Saint-Malo. C'est une usine qui produit l'électricité à partir des marais. Ce que j'avais fait avait bien marché. Donc, il m'avait nommé comme un jeune ingénieur dans la première pile atomique de Saclay. Alors j'ai été affecté là-bas, je me suis installé dans mon poste de jeune ingénieur. Je n'ai pas tenu 8 jours. Au bout de 8 jours, la sécurité militaire m'a viré, comme vous dites. Alors que le chef d'aménagement de Saclay était un de mes camarades qui me connaissait parfaitement. Et qui disait, mais Becker ne présente aucun espèce de... Il est peut-être communiste, mais il n'y a aucun espèce de risque pour la sécurité militaire. Bon, enfin, mais ils m'ont quand même viré. J'ai comme ça été viré 5 ou 6 fois. Alors là, j'ai dit, il faut quand même que... D'abord, mes convictions communistes avaient beaucoup fléchi. Et c'était la période du rapport de Khrouchtchev. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de cette région, qui a été un des basculements de l'Union soviétique, qui a été à l'origine de sa débâcle, en fait, qui a démontré que c'était un régime absolument insupportable. Bon, enfin bref. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Que vos convictions se sont un petit peu ébranlées. Oui, mais les convictions, pas un petit peu, beaucoup. Beaucoup, allez, on le dit. Beaucoup. Bon, je dis, je vais pas continuer quand même à perdre de boulot. À pouvoir trouver de boulot, etc. Donc, j'ai décidé d'abord de chercher du travail dans une activité qui n'était pas, ce que j'appelais, qui n'était pas fliquée. C'est-à-dire où on ne faisait pas d'enquête. On savait. Les activités les plus intéressantes étaient toutes fliquées. Et je suis rentré dans une toute petite boîte qui se trouvait avoir obtenu un marché de travaux dans la première opération d'un paquet de 1000 logements à réaliser à Sarcelles. Il s'est fait donc à Sarcelles ce qu'on appelait un grand ensemble de logements, c'était à la mode à l'époque, et Sarcelles a été le plus grand ensemble de logements en France, puisque Sarcelles, finalement, à la fin, a regroupé 7 à 8 000 logements. Et dès le départ, je suis rentré là, et le patron était le patron d'une entreprise moyenne. Il m'a dit, c'est un poste qui n'est pas à votre mesure. Vous pouvez faire mieux que vous occuper de construction de logements. Et en fait, c'était pas vrai du tout. Ça a été... Sarcelles était le laboratoire de techniques de construction industrialisée qui étaient totalement innovantes. C'est des techniques de préfabrication, donc enfin, je ne vais pas rentrer dans un aspect technique.
j'ai eu la chance donc de devenir directeur des travaux de Sarcelles au moment où c'était une activité novatrice très fructueuse. J'ai donc, je suis devenu dans le domaine de la préfabrication lourde, c'est-à-dire au lieu de construire sur place, on faisait des morceaux dans des usines de préfabrication et sur le chantier, on faisait, au lieu de construire, d'empiler des briques, on ne faisait que de l'assemblage de choses qui avaient été fabriquées en usine. Ça a été la période de préfabrication. Ça avait un gros inconvénient, c'était de bonne qualité, mais franchement, c'était moche. Les grands ensembles, c'était pas une merveille d'imagination. Ouais. Esthétiquement parlant, oui, on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux. Mais ça a été très apprécié pendant une vingtaine d'années à peu près. Parce que ça apportait quand même une solution à une crise du logement qui était effroyable. Surtout dans les grandes agglomérations. À Paris, c'était effroyable, la crise du logement. Mais c'était moche, mais on pouvait se loger, on pouvait se laver. Ah oui. Donc, ça a eu un certain succès. Mais à un moment donné, il y a eu une réaction. La presse s'en a dit plus de sarcellite, plus de construction préfabriquée, plus de machin, etc. Mais j'avais fait mon trou dans cette activité-là et j'étais bien implanté dans la construction. Et puis, j'avais interrompu toute activité politique. Je faisais mon métier de constructeur et j'ai poursuivi ma carrière de construction jusqu'à la retraite en 85. Jusqu'à ma première retraite. J'ai donc pris ma retraite 60 ans après 25, parce que j'avais le droit à la retraite à 60 ans comme ancien combattant. J'ai pris ma retraite en 85. Mais peu de temps avant, j'avais été nommé expert auprès des tribunaux pour les travaux publics et la construction. Et à partir de ma retraite, c'est-à-dire de 85, j'ai été expert pendant plus de 20 ans, de 60 à 80 ans. Ah oui, longtemps, ouais. Oui, j'étais 20 ans. Ouais. Alors là, j'avais acheté des bureaux rue Tronchet, du côté de la place de la Madeleine, et j'ai exercé pendant 20 ans. Et donc je suis devenu véritablement en retraite à plus de 80 ans. Et il y a un autre pan de votre vie dont on n'a pas parlé. Oui. Est-ce qu'à un moment dans tout ça, vous avez rencontré l'amour ? Oh bah oui, je me suis marié 2 fois et j'ai eu un certain nombre de petits amis comme tout le monde. Je ne peux pas dire que j'ai fait des choses exceptionnelles dans ce domaine-là, je sais pas. D'accord. Donc vous êtes marié une première fois juste à la sortie des études ? Je me suis marié avec une demoiselle qui était assistante sociale à Gaz de France. C'était une des activités dont je vous ai parlé où je me suis fait virer, plus ou moins. À Gaz de France, je me suis fait virer parce que, comme jeune ingénieur, j'ai participé à une grève. C'était la période des grèves. Et j'étais encore à l'époque communiste. J'ai participé à la grève comme jeune ingénieur, ce qui était une inconscience totale. Ça m'a quand même valu de rencontrer ma première femme, puisque je me suis marié avec cette assistante sociale, et puis on a vécu 20 ans ensemble. Enfin, on s'est plus ou moins séparés à un moment donné, puis elle est morte. Elle est morte. Donc, alors après, j'ai eu une période de 3-4 ans. Là, j'ai eu une période d'indépendance où j'ai eu pas mal de petits amis et d'aventures. Et puis, j'ai rencontré ma femme actuelle, avec laquelle je suis maintenant marié depuis plus de 30 ans. Donc voilà, ça on ne sait pas. 30 ans, ouais. Ça. Et vous avez eu des enfants ? Un fils. Mais enfin, ma
deuxième femme avait déjà des enfants de son premier mariage, dont elle avait divorcé. Donc on a pas mal de petits-enfants, de trucs divers et variés. Une grande famille. Oui, c'est une grande famille. Ouais. Et puis, il y a ma belle-mère qui a vécu ici, qui ne vit plus ici depuis 2 ou 3 mois, qui est très malade, mais qui a 108 ans. 108 qui aura ans. 108 ans demain, justement. Elle est née le 1er juillet 1914. J'ai une autre question que j'aime bien aussi poser, c'est quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné dans votre vie et que vous aimeriez repartager avec nous aujourd'hui? J'ai pas suivi beaucoup de conseils. Ah bah, c'est étonnant. Non, c'est vrai. Donc vous n'avez pas suivi les conseils, mais est-ce qu'il y en aurait qui auraient été utiles quand même? Probablement, j'ai jamais beaucoup discuté avec qui que ce soit de ce que j'avais à faire. Je l'ai fait de mon propre gré et de ma propre autorité. Bah c'est un bon conseil, c'est-à-dire rester indépendant et faire ses propres choix. Indépendant, j'ai eu des problèmes comme tout le monde. J'ai même eu il y a 20 ans un cancer qui s'est bien terminé, qui n'a laissé aucune trace, qui n'était pas très grave, mais qui faisait du fait que je fumais. Ça, c'est moi qui me suis donné ce conseil. Vous savez, au début, je fumais la pipe, mais moi, dans toute de 20 à 40 ans, c'est une période où on ne parlait pas beaucoup du danger de fumer. Tout le monde fumait. Une réunion comme celle-là, vous avez eu, même à 2, cette pièce se transformée en tabagie. Maintenant, ça n'existe plus. Personne dans une réunion n'oserait fumer. Non, ça se fait plus. Ça se fait plus. Mais à l'époque, tout le monde fumait. Puis un jour, et je me souviens très bien je peux à peu près localiser la date, j'ai décidé, il commençait à y avoir une campagne assez forte, disons, attention, c'est dangereux, etc., etc. Du jour au lendemain, j'ai posé ma pipe. Je n'ai plus jamais retouché ni une pipe, ni une cigarette. Et ça, vers l'âge de 50 ans, par là, 50. Du jour au lendemain. Oui, du jour au lendemain, j'ai décidé, j'ai compris que c'était dangereux. Je n'avais pas eu encore mon cancer, j'ai un cancer qui était un peu une conséquence de ce que j'avais fumé, un cancer de la vessie, qui a été admirablement soigné, et je n'en ai aucune trace, ça date maintenant de 30 ans, mais je crois, je ne me souviens plus exactement si j'ai eu le cancer après ou avant, mais enfin, il y a un moment donné, je crois que j'ai eu le cancer après. À un moment donné, j'ai décidé de ne plus toucher à la pipe, je n'ai jamais touché, je n'ai jamais fumé une cigarette depuis. Voilà. Bravo. Autre question. Et une petite dernière question, si vous avez une idée, sinon c'est pas grave, mais qu'est-ce que vous souhaitez pour les générations futures? Pour vos enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, qu'est-ce que vous aimeriez comme monde pour eux là? Je leur souhaite d'arriver comme moi à avoir un bel appartement. Ah, il est très beau, je confirme. D'avoir une belle maison, pied dans l'eau en Bretagne, comme je l'ai. Pas mal. D'avoir une vie personnelle sans trop de problèmes. On me dit, alors ça c'est peut-être une réponse à votre question, on me dit que la grande vieillesse, et je dois dire, j'ai bien confiance en être, c'est très compliqué à vivre, et surtout,
on ne sait pas quoi faire. Moi, ça ne m'a jamais effleuré. Moi, j'ai décidé de dessiner. Je passe mon temps à dessiner. Alors, ça a de l'intérêt ou ça n'en a pas. Si vous voulez, je peux vous amener quelques-uns des derniers dessins que j'ai faits. Vous verrez ce que je fais à longueur de journée. Ah bah avec plaisir. Vous faites du dessin alors? Comment? Vous faites du dessin? Oui. J'en ai là, mais j'ai un fond d'eau. Ça, c'est... Voilà des dessins déjà. Mais... C'est sur cette note artistique que s'achève cet épisode. Ce jour-là, je suis restée un long moment à regarder les dessins de Henri. Et la citation Disney « Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur » n'a jamais eu autant de sens pour moi que ce jour-là. En attendant le prochain épisode, je vous invite à admirer les œuvres d'Henri sur mon compte Instagram. Un réel y est consacré. À bientôt pour une nouvelle rembobinette.